Je m'appelle Irène Duval, 34 ans, et le dernier endroit où l'on s'attendait à me voir était le dernier rang de la fête de promotion de mon frère à l'hôtel Martinez à Cannes. Il a 29 ans, le nouveau PDG. Et là, sur scène, il se penche vers le micro et dit assez fort pour que toute la salle l'entende: certaines personnes sont juste bêtes, bonnes seulement pour le travail à l'usine. 80 invités rient. Mes parents s'avancent avec un plateau d'argent, des papiers à la main, lui confiant la gestion d'un complexe hôtelier de 85 millions d'euros sur la Côte d'Azur, plus les clés d'une toute nouvelle Audi. Papa rayonne: nous sommes fiers de toi, fiston, contrairement à certaines autres qui ne font qu'embarrasser la famille. Je reste figé dans ma robe bon marché jusqu'à ce qu'un étranger en costume anthracite se glisse sur le siège à côté de moi, me glisse une épaisse enveloppe dans la main et me chuchote: il est temps de leur montrer qui vous êtes vraiment. Laissez un commentaire ci-dessous avec l'endroit d'où vous regardez et l'heure qu'il est chez vous. Voyons jusqu'où cette histoire se propage. Chaque matin à 5h30, je sors de mon lit dans mon appartement d'une chambre et commence les 45 minutes de trajet dans ma vieille Renault Clio jusqu'à l'usine de Vitrolles. Le moteur tousse comme s'il fumait depuis des années, mais il m'y emmène. Je pointe à 6h précises, enfile mes bottes de sécurité et passe les 10 heures suivantes à mon poste, les yeux rivés sur un tapis roulant qui ne s'arrête jamais. Des centaines de cartes électroniques défilent à chaque quart. Mon travail est de repérer les défauts avant qu'elles ne soient expédiées. En rater un et tout un lot est rappelé. 45 000 € par an me permettent de payer les factures et de remplir le réfrigérateur de reste. La salle de pause sent le café brûlé et le pop-corn au micro-ondes, et les néons ronronnent au-dessus comme des abeilles en colère. Je mange mon sandwich à midi debout parce que les chaises sont toujours prises, puis je retourne à la chaîne. À 16h, mon dos me fait mal, mes doigts se crampent, et je suis prête à affronter les embouteillages pour rentrer chez moi. De l'autre côté de la ville, mon frère se réveille quand il veut dans son pantouse de Saint-Tropez. Il arrive au conseil d'administration vers 9h, café à la main, aboyant des ordres aux stagiaires qui gagnent plus en un mois que moi en 3. 300 000 € par an, plus des bonus, des stock options et tous les avantages qui viennent avec le fait d'être l'enfant prodige. Son bureau a des fenêtres du sol au plafond donnant sur la baie de Saint-Tropez, une salle de sport privée au dernier étage, et un concierge qui gare sa voiture. Il envoie des selfies de réunions sur les toits, avec pour légende signature de contrat. Maman et papa inondent le groupe de discussion familiale de capture d'écran de son dernier article de magazine. Un charabia de fintech disruptor qui semble impressionnant si on n'y connaît rien. Il le tague dans chaque publication. Des cœurs et des émojis de feu partout. Mon nom n'est pas apparu dans ce chat depuis des mois. L'année dernière, pendant le quart de nuit, l'alarme au méthane a retenti. Une canalisation s'était fissurée près du quai de chargement. Le gaz s'échappait assez vite pour transformer tout l'endroit en bombe. La plupart des gars se sont figés. Je n'ai pas réfléchi, j'ai juste couru, claqué la vanne d'arrêt d'urgence et les maintenu enfoncés jusqu'à ce que la jauge tombe à 0. 47 collègues sont sortis vivants cette nuit-là. Les lettres de remerciement se sont entassées dans ma boîte aux lettres pendant des semaines, des notes manuscrites de personnes que je connaissais à peine. Certaines incluaient des photos de leurs enfants, d'autres de petits cadeaux comme des biscuits faits maison ou un billet de 20 €. J'ai tout gardé dans une boîte à chaussures sous mon lit. Je n'ai jamais rien dit à personne à la maison. À quoi bon? Ils auraient dit que c'était juste mon travail. Tante Danielle, ma tante qui vit à Nice, l'a découvert quand même. C'est une infirmière, elle fait des doubles quarts aux urgences et trouve encore le temps d'appeler tous les dimanches. Tu as fait ce qu'il fallait, Irène, a-t-elle dit la semaine dernière. Sa voix était calme comme toujours. Ne les laisse pas te rabaisser pour ça. J'ai rigolé, mais ces mots sont restés. Elle m'a envoyé un colis une fois, des pansements, des barres protéinées et un mot qui disait « pour la héroïne qui ne l'admettra pas ». J'ai utilisé les barres pendant mes heures supplémentaires, je n'en ai jamais parlé à maman ou papa. Ils ne me demandent plus comment s'est passée ma journée. Le groupe de discussion s'anime avec le visage de mon frère, Quentin, sur un panneau d'affichage. Quentin qui signe un contrat. Quentin qui serre la main d'investisseur. Mes réponses restent englues. Ils supposent que je vais bien, que je me débrouille, trop occupé pour remarquer à quel point leur silence est devenu assourdissant. Je fais défiler les photos, mes pouces planent au-dessus du clavier,
puis je verrouille l'écran. Certaines nuits, je relis les lettres des gars de l'usine, traçant l'encre avec mon doigt. Un gars a écrit « Vous m'avez donné un autre Noël avec ma fille ». Un autre a dit « Je vous dois ma vie ». Des mots simples, mais ils pèsent plus que n'importe quel bonus dont Quentin se vante. L'usine est bruyante, des machines qui s'entrechoquent, des superviseurs qui crient, des radios qui diffusent du reggaeton. Je porte des bouchons d'oreilles sous mon casque, mais la vibration traverse mes os. J'ai mémorisé toutes les étiquettes d'avertissement sur les murs, toutes les voies de sortie, toutes les stations de premier secours. Après l'incident, la direction a installé de nouveaux capteurs et m'a remis une plaque qui dit « Championne de la sécurité ». Elle est boulonnée au-dessus de mon poste maintenant, prenant la poussière. Personne de la maison ne l'a vue. Personne n'a demandé. Il y a une semaine, une épaisse enveloppe ivoire est arrivée par la poste, une invitation formelle de papa, estampillée des armoiries familiales. Célébration de la promotion de Quentin au poste de PDG, y était-il écrit, présence familiale requise. Je l'ai fixé pendant 1 heure, sachant pertinemment qu'il ne me voulait là que comme la risée, le compte édifiant à côté des projecteurs braqués sur Quentin. Pourtant, j'ai noté la date sur mon calendrier. Daniel a dit, va y si tu veux, mais ne les laisse pas te marcher dessus. J'ai hoché la tête, même si elle ne pouvait pas me voir. Ce soir-là à 19h, mon téléphone a vibré sur le comptoir de la cuisine pendant que je faisais chauffer du riz réchauffé. Le nom de Quentin s'est affiché. Le message était court, ne viens pas à la fête. C'est embarrassant. Vendredi soir à l'hôtel Martinez à Cannes, la salle de bal bourdonnait de 80 invités en costume sur mesure et robes de cocktail. Les lustres en cristal projetaient une douce lumière sur les tables recouvertes de lin et les serveurs circulaient avec des plateaux de flûte de champagne. Je me suis glissé par une porte latérale, toujours dans mon pantalon de travail et ma blouse, ignorant les escaliers. Tante Danielle, qui était venue de Nice, m'a repéré la première et m'a fait signe de la rejoindre à sa table près du mur. Elle portait une simple robe bleu marine, aucun bijou à part son alliance, et m'a fait une rapide accolade avant que nous ne nous asseyions. Quentin Duval a marché sur la scène comme s'il possédait la pièce, micro à la main, affichant ce sourire étudié. Il a lancé son discours sur l'innovation et le leadership, puis a marqué une pause pour l'effet. Le succès exige une vision, a-t-il dit, ses yeux balayant la foule jusqu'à ce qu'il se pose sur moi. Tout le monde ne l'a pas. Certains sont juste bêtes, bons seulement pour le travail à l'usine. Des rires ont ondulé parmi les invités, quelques-uns applaudissant en signe d'accord. La chaleur m'est montée au visage, mais je suis restée assise, fixant le sol. Daniel a tendu la main sous la table et m'a serré le genou, sa prise ferme. Papa, Antoine Duval, l'a rejoint devant, le bras autour des épaules de Quentin. Maman, Isabelle Duval, a suivi avec une boîte en velours et un épais dossier. Elle a ouvert le dossier sur le pupitre, révélant des photos glacées d'une vaste propriété en bord de mer avec des villas privées et des piscines à débordement. Pour célébrer ton nouveau rôle de PDG, a annoncé papa, sa voix résonnant dans les haut-parleurs, nous te transférons la gestion du complexe hôtelier de 85 millions d'euros sur la Côte d'Azur. Des acclamations ont éclaté. Maman a balancé les clés de l'Audi au bout de son doigt, les laissant attraper la lumière. Et cette beauté est à toi pour tout conduire avec style. Quentin a pris les clés, un large sourire aux lèvres, et les a brandis comme un trophée. Maman s'est penchée vers le micro ensuite. Nous sommes si fiers de toi, fiston, contrairement à certaines autres qui ne font qu'embarrasser la famille. Plus d'applaudissements, plus fort cette fois. Des chuchotements flottaient des tables voisines, des yeux se tournant vers moi. Une femme en perles a murmuré à son mari, c'est la sœur, n'est-ce pas? Celle qui répare les machines. Il a gloussé. La main de Daniel s'est serrée sur la mienne. J'ai senti le poids de tous les regards, la pièce rétrécissant autour de moi. Papa a tiré une seule feuille de sa poche de veste, un formulaire préimprimé avec l'entête du bureau des successions familiales en haut. Il énumérait les actifs provisoires, y compris le complexe hôtelier maintenant au nom de Quentin. Il a fait un geste vers moi. Irène, viens ici. Signe cette renonciation aux droits successoraux. Officialise tout pour ton frère. La pièce s'est tue, toute l'attention se déplaçant. Les conversations se sont éteintes au milieu d'une phrase.
Je me suis levé lentement, les jambes lourdes, et j'ai marché dans l'allée entre les tables. Les invités se sont écartés, certains souriant d'un air suffisant, d'autres évitant le contact visuel. La moquette étouffait mes pas, mais les battements de mon cœur résonnaient fort. Sur scène, papa a tendu le papier. La renonciation exigeait que je renonce à toute prétention sur les actifs jusqu'à la succession finale, transférant effectivement le contrôle à Quentin immédiatement. Quentin a souri d'un air suffisant à côté de lui, les bras croisés. Maman a ajusté son collier, regardant partout sauf moi. Le stylo semblait lourd dans la main tendue de papa. Je l'ai pris, le métal froid contre ma peau. La ligne de signature me fixait, vide et accusatrice. Les invités se sont penchés en avant sur leur siège. L'appareil photo d'un téléphone a flashé depuis le premier rang. Daniel s'est à moitié levé de sa chaise, mais s'est rassise, les lèvres serrées. J'ai serré le stylo plus fort, les jointures blanches. Ma main tremblait en l'abaissant vers la page. La pointe a touché le papier, et une goutte d'encre a saigné, maculant mon pouce. L'encre venait de maculer mon pouce quand la porte latérale a grincé derrière la scène. Théodore Léger, un homme de 72 ans en costume anthracite et cravate desserrée, est entré dans la salle de bal, portant une vieille mallette en cuir. Les têtes se sont tournées lentement au début, puis plus vite, à mesure que la reconnaissance s'allumait sur quelques visages. Il s'est déplacé avec détermination, ignorant les murmures, et s'est arrêté au bord de la scène. Le visage de papa s'est figé en un masque d'irritation. La main de maman a volé à ses perles, les tordant nerveusement. Quentin a déplacé son poids d'un pied à l'autre, les clés de l'Audi toujours pendantes de ses doigts comme un trophée qu'il n'était soudainement plus sûr de vouloir tenir. Théodore a éclairci sa gorge une fois, un son net qui a coupé le léger bourdonnement de la conversation. « Excusez l'interruption » a-t-il dit, sa voix ferme, mais assez forte pour faire taire la salle sans crier. Je suis Théodore Léger, ancien avocat d'Éléonore Duval. Il a posé la mallette sur une table vide à proximité et l'a ouverte avec des déclics délibérés. Les invités se sont penchés en avant sur leur siège. Les téléphones qui avaient été levés pour enregistrer le moment de la renonciation se sont maintenant légèrement baissés, incertains. La prise de Daniel sur mon bras s'est desserrée tandis qu'elle fixait, la bouche légèrement ouverte. Il a sorti un épais dossier estampillé d'un sceau notarial daté exactement d'il y a 10 ans. Madame Duval a fait notarier ce testament dans mon bureau la semaine précédant son dernier séjour à l'hôpital, a expliqué Théodore, tenant le document assez haut pour que les premiers rangs puissent voir le sceau en relief. L'original a été livré à la famille après son décès comme requis. Il a marqué une pause, les yeux rivés sur papa, mais il a été détruit peu après les funérailles, brûlé dans la cheminée du jardin, selon 2 membres du personnel de maison qui ont signé une déclaration sous serment. Des halètements ont ondulé dans la foule comme une vague. La mâchoire de papa s'est serrée si fort que je pouvais voir le muscle tressauter. Maman a murmuré quelque chose d'urgent à Quentin, qui a secoué violemment la tête. Théodore a sorti une tablette de la mallette et a tapoté l'écran avec une efficacité rodée. Une vidéo a commencé à jouer, projetée sur la grande toile de fond derrière le pupitre, où la bannière de promotion de Quentin était toujours accrochée. Grand-mère Éléonore est apparue, assise dans son fauteuil préféré près de la fenêtre, frêle mais aux yeux vifs, une courte pointe sur ses genoux. « Si vous regardez ceci, a-t-elle dit, sa voix claire malgré l'âge et la maladie, cela signifie que je suis partie et que quelqu'un essaie de tordre mes souhaits. Irène a sauvé des vies. De vraies vies, pas seulement des chiffres sur un écran. Elle obtient tout. Aucune condition. Aucun délai. » Le clip s'est terminé brusquement. La pièce s'est figée dans un silence stupéfait. Daniel s'est levé d'un bond à côté de moi. « Arrête ça » a-t-elle crié, pointant directement papa. « C'est le vrai testament de maman. Tu ne peux pas faire comme s'il n'existait pas. » La sécurité près de l'entrée principale a hésité, cherchant la direction de papa, mais il était trop occupé à fixer Théodore. Théodore a levé une main pour la calmer, puis s'est tourné vers la foule, le dossier ouvert. Il a brandi le document à la vue de tous, des pages de texte juridique, des signatures à l'encre bleue, des dates estampillées en rouge. Cette copie certifiée conforme, déposée auprès du tribunal le même jour que l'original, transfère l'intégralité du patrimoine de 65 millions d'euros à Irène Duval, a-t-il annoncé, sa voix claire,
explicitement parce qu'elle a sauvé 47 vies lors de cet incident d'usine l'année dernière. Pas de gestion provisoire, pas de renonciation, définitif et contraignant. Quentin a fait un pas en avant. C'est un faux, a-t-il crié, le visage rouge. Papa lui a attrapé le bras, le tirant en arrière d'un coup sec. Le visage de maman s'est vidé de ses couleurs. Elle s'est agrippée au bord du pupitre pour se stabiliser. Les invités ont échangé des regards écarquillés, certains sortant à nouveau leur téléphone pour enregistrer le chaos. Quelques investisseurs près de l'avant se sont levés, murmurant des choses sur la diligence raisonnable. Théodore a continué à lire des clauses, des listes d'actifs autorisés, y compris le complexe hôtelier de la Côte d'Azur, des fonds fiduciaires, des comptes offshore. La clause de pénalité en cas de coercition si quelqu'un forçait une signature sous la contrainte. Chaque mot tombait comme un marteau sur du verre. Je me tenais là sur scène, le stylo toujours en suspens au-dessus de la renonciation, de l'eau éclaboussant le verre de ma main tremblante. La renonciation sur le pupitre semblait ridicule maintenant, un accessoire dans une pièce qui venait de changer entièrement de script. Théodore a croisé mon regard à travers les lumières. Éléonore savait ce que vous avez fait, Irène. Elle a vu les rapports de l'inspection du travail, les lettres de ses travailleurs. Ceci est à vous. Ça l'a toujours été. Théodore n'a pas attendu que le silence s'installe. Il a claqué la mallette et en a sorti une pile de documents de 3 cm d'épaisseur, liés par un cordon rouge, la laissant tomber avec un bruit sourd qui a percé les murmures stupéfaits. Parlons preuve, a-t-il dit, d'une voix calme mais audible jusqu'au fond de la pièce. La première page était le rapport officiel de l'inspection du travail, 8 pages de diagrammes, de déclarations de témoins et le nom d'Irène encerclé au marqueur rouge. Ceci confirme la fuite de méthane qu'Irène a arrêtée en fermant manuellement la vanne sous pression, a expliqué Théodore, le brandissant pour que les premiers rangs puissent voir le sceau officiel. Il a tourné à la section suivante. 47 lettres de remerciement manuscrites des travailleurs qu'elle a sauvés, des dates, des signatures, même des photos de leur famille dans certaines, il les a éventées sur la surface dans des pochettes en plastique, toutes des copies notariées pour le tribunal. Il a ensuite glissé des relevés bancaires, des imprimés nets avec des lignes surlignées, 2 millions d'euros anonymement canalisés vers des améliorations de la sécurité de l'usine, de nouveaux systèmes de ventilation, des capteurs avancés, des programmes de formation obligatoires pour 3 quarts de travail, des cadeaux. Les transferts provenaient d'un fonds conseillé par un donateur lié à Irène par des déclarations fiscales qu'elle n'a jamais revendiquées sur aucune plateforme publique. Enfin, il a soulevé une plaque encadrée de la mallette. Prix national de la sécurité au travail décerné à Irène Duval en avril dernier à Paris par le ministère du Travail pour son courage exemplaire en situation de crise. Le lettrage doré brillait sous les lustres. Théodore s'est tourné vers un dossier plus mince étiqueté « Quentin Duval » au marqueur noir gras. Il a étalé 3 imprimés glacés de publications LinkedIn. Quentin en cravate noire lors de galas de charité, posant avec des chèques surdimensionnés destinés à des hôpitaux pour enfants et à des secours en cas de catastrophe. Il était le conférencier rémunéré à chaque événement, a déclaré Théodore d'une voix neutre. 50 000 € au total virés directement sur son compte personnel dans les 48 heures. Les factures jointes montraient que les œuvres de bienfaisance n'avaient rien reçu après les frais administratifs et les remboursements de voyage. Une chaîne de courriels révélait Quentin négociant des tarifs plus élevés tout en promettant que l'argent changerait des vies dans sa présentation. Une autre le montrait rejetant une demande d'audit de suivi. Daniel s'est levé à nouveau, sortant un papier plié de son sac à main avec des mains fermes. Il y a 2 ans, Irène m'a emprunté 5 000 €, a-t-elle annoncé en dépliant la reconnaissance de dette manuscrite sur une simple feuille de cahier, datée avec la signature d'Irène en bas et une colonne de remboursement de 50 € cochée chaque semaine à l'encre bleue. De l'argent liquide, pas de virement bancaire, pour 20 extincteurs industriels que le budget de l'usine ne couvrirait pas après une réunion de réduction des coûts. Elle l'a brandi. Elle a payé chaque centime de son salaire, n'en a jamais manqué un, même lorsque les heures supplémentaires ont été annulées. Le visage de papa est devenu violet, les veines saillantes à ses tempes. Maman s'est serré la gorge, les perles s'enfonçant dans sa peau. Les poings de Quentin se sont serrés sur ses côtés, les jointures blanches. Les invités se sont agités sur leurs sièges, certains filmant ouvertement maintenant,
d'autres chuchotant des choses sur les réunions du conseil, les audits et les poursuites potentielles. Un capital risqueur au premier rang s'est levé et a demandé à voix haute, le conseil est-il au courant de ces divergences ? Son partenaire a hoché la tête, tapant déjà sur une tablette. La sécurité s'est rapprochée, mais s'est arrêtée lorsque Théodore a levé la main. Il a empilé les documents en pinettes, chacun étiqueté et tabulé. Chaque pièce ici est déposée auprès du tribunal des successions, a-t-il poursuivi. La clause de coercition s'active immédiatement en cas de tentative de signature sous la contrainte, ce que nous venons de constater. Il a fait un geste vers la renonciation, toujours sur le pupitre, tache d'encre et tout. Quentin a explosé en avant, la voix craquante. C'est juste une ouvrière d'usine. Elle ne le mérite pas. Les portes se sont de nouveau ouvertes en grand. Gilles Lecoq, le directeur financier de l'entreprise, s'est précipité, le visage cendré, une tablette serrée contre sa poitrine. Il s'est dirigé tout droit vers la scène, manquant de trébucher sur le pied d'une chaise qui dépassait du premier rang. Un vote d'urgence du conseil vient d'être approuvé, a-t-il haleté, balayant l'écran d'un doigt tremblant. Clause de coercition déclenchée. Transfert de 18 millions d'euros du fonds de prévoyance à Irène Duval, avec effet immédiat. Le projecteur a affiché la confirmation du virement, numéro de compte en gras, horodatage en vert, signature numérique de 3 fiduciaires indépendants. Papa s'est précipité vers la tablette à deux mains. Vous ne pouvez pas faire ça. Gilles l'a retiré hors de portée. Actif gelé dans toutes les filiales. Il a continué, sa voix s'élevant au-dessus du chaos croissant. Un audit médico-légal indépendant commence à l'aube. Pas d'accès avant la validation. La bannière de promotion de Quentin a disparu de la toile de fond, remplacée par une bannière rouge, compte suspendu, du portail bancaire en temps réel. Contrat de gestion du complexe hôtelier de la Côte d'Azur révoqué. Titre de l'audit repris. Des dépanneuses sont devant le service de voiturier en ce moment même. Quentin a hurlé de façon incohérente, chargeant Gilles comme un taureau. La sécurité l'a plaqué en pleine course. 2 gardes lui ont immobilisé les bras derrière le dos tandis qu'un troisième appelait des renforts par radio. Réclamation de dépenses frauduleuses totalisant plus de 200 000 euros, a lu Gilles sur la tablette en faisant défiler rapidement. Le Conseil a voté à l'unanimité la résiliation pour faute grave. Pas d'indemnité de départ, pas de clause de non-concurrence. Maman s'est effondrée sur une chaise, sanglotant dans ses mains si fort que ses épaules tremblaient. Papa est resté figé, la bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson hors de l'eau, les yeux allant de l'écran à son fils par terre. Daniel m'a serré fort dans ses bras, me tirant assez près pour que je puisse sentir son parfum de lavande. J'ai laissé le stylo tomber de mes doigts, le regardant rouler sur le pupitre et laisser une dernière tache d'encre sur la renonciation. Je n'ai plus besoin de cette famille, ai-je dit, ma voix stable pour la première fois de la nuit. C'est fini. 3 mois plus tard, je me tenais devant le nouveau centre de formation à la sécurité à Paris. L'enseigne affichait « Fondation Duval Sécurité » en lettres d'acier audacieuses au-dessus de larges portes vitrées qui s'ouvraient automatiquement. À l'intérieur, les instructeurs ont certifié 1500 ouvriers d'usine cette semaine seulement. Des exercices pratiques avec des extincteurs, des simulations de danger à l'aide de casques de réalité virtuelle, des protocoles d'urgence pratiqués sur des lignes d'assemblage simulées. Mon équipe a géré le programme entièrement financé par le fonds de prévoyance. Pas de conférence de presse, pas de coupe de ruban, juste des résultats. Des usines de Marseille à Lille ont envoyé des équipes en rotation. Les taux d'accidents ont chuté de 28% au premier trimestre, selon les rapports de l'État. J'ai acheté un appartement de 2 chambres dans une rue calme du Marais, bordé d'arbres, avec un manguier dans la cour et une vue sur la Seine depuis le balcon du 2e étage. Les matins commençaient avec un café noir sur le patio en lisant des revues spécialisées. Les soirées avec de longues promenades le long de la Seine où des bateaux naviguaient sous des ciels roses. Le travail à l'usine est resté derrière moi. Je consultais à distance pour des améliorations de la sécurité à l'échelle nationale, ne voyageant qu'en cas de besoin. Quentin réapprovisionnait les étagères d'un entrepôt à Vitry-sur-Seine, à 15 € de l'heure. Pas d'avantages sociaux, des cartes tôt le matin à partir de 5 heures.
Il scannait des codes barres avec un appareil portable, chargeait des camions de palettes d'électronique, évitait le contact visuel avec d'anciens collègues qui chuchotaient sur le scandale du gala chaque fois qu'il passait. Antoine et Isabelle louaient un appartement d'une chambre à Créteil, mur beige, carrelage fissuré dans la cuisine, piscine communautaire qui sentait le chlore. Ils ont vendu le Pantouse de Saint-Tropez pour couvrir les frais de justice croissants. Le complexe hôtelier de la Côte d'Azur est allé aux créanciers après que la banque en a pris le contrôle. Plus de conseils d'administration. Plus de galas. Plus de jets privés. Daniel venait tous les dimanches de Nice dans sa vieille Renault Laguna. Nous cuisinions des pâtes au basilic frais de ma jardinière de balcon, regardions de vieux films sur un écran de 65 pouces, parlions de tout sauf du passé. Aucun appel des autres. Pas de SMS, pas de rencontres accidentelles dans les supermarchés. Le silence est devenu la nouvelle normalité, et je l'ai accueilli. Je me suis penché sur la balustrade du balcon au coucher du soleil, les vagues s'écrasant en contrebas contre la digue. L'argent ne peut pas acheter la conscience.